Hello guys, bonjour, bonsoir chez vous. Nous sommes bien sur la voie de la voix avec ce thème qui va nous permettre de pouvoir échanger avec notre invité ce soir sur l'aspect du bilan, du bilan de la cité. Nous parlons bien de la, de la société civile avec un des responsables de la société civile. Nous parlons de social, nous parlons de politique, nous parlons d'économie, nous parlons bien évidemment d'éducation. Nous allons parler aussi du changement du mindset dans l'objectif de pouvoir emmener à une meilleure réflexion. Ce soir, c'est un sujet important où vous avez l'opportunité de pouvoir envoyer le lien à quelqu'un qui décide. Particulièrement, le regard se tourne vers le Gabon. Le Gabon. Oui, effectivement, le pays qui est traversé par l'équateur. D'autres disent sous l'équateur, mais c'est le pays d'où je viens. Bonsoir à vous qui vous connectez. J'ai encore la gratitude de saluer votre présence, la gratitude de saluer votre courage et votre soutien à ce que nous faisons. Merci encore, merci Marie, merci de partager. Ce soir, nous allons discuter avec une personne qui est très active dans les choses de la cité, particulièrement dans le fait de pouvoir faire respecter les codes, les principes de ce qui nous régit d'ailleurs dans cette nation. Tout à l'heure, je suis tombé sur le discours du président de la République qui a donné une information. Hier, j'ai eu une information disant qu'il y a eu un remaniement gouvernemental. Nous parlerons bien sûr effectivement de toutes ces choses qui emmènent à regarder quel est l'objectif. Est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce que la population est satisfaite? Est-ce que l'économie est prospère? Nous le savons déjà. Mais nous voulons encore mettre le doigt afin d'être objectifs. À la fois, nous pouvons aujourd'hui crier, nous pouvons aujourd'hui parler, mais il est important et impératif que nous posons des actes pour que nos vies changent. Mais pour que nos vies changent, il faut que ceux-là qui gouvernent prennent leurs responsabilités. Peut-on parler de responsabilité? Nous allons parler de responsabilité civile. Nous allons parler de droit. Nous allons parler de devoir. Et nous ne décidons pas, mais nous sommes le peuple. Et à l'approche, je dirais même à la veille, de la grande décision qui nous emmènera à choisir à nouveau notre nouveau capitaine, notre nouveau président. Quel est votre regard? Qu'est-ce que vous pouvez dire ou qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce qui s'est passé ces derniers temps? Moi, je viens, avant que mon invité s'introduise sur notre direct, je viens saluer tout homme et toute femme qui lutte et qui se bat pour pouvoir faire valoir les droits, de faire valoir tout simplement le fait de pouvoir respecter et jouir de la cité. Je viens saluer ceux-là qui sont malmenés, je viens saluer ceux-là qui ont la décision de pouvoir mettre fin à ce qui n'est pas convenable. Le but pour nous n'est pas d'accuser pour accuser. Le but pour nous n'est pas de pointer du doigt pour pointer du doigt. Le but pour nous, c'est le bien-être de la nation. C'est le bien-être de toute personne qui porte le titre d'enfant de la République gabonaise, enfant de l'Afrique. Notre objectif est de changer la façon de penser, la façon de voir, la façon d'agir. Permettez-moi, s'il vous plaît, de faire rentrer mon invité afin qu'il nous dise à quoi il œuvre, quel est son regard, quelle est sa perception. C'est un homme pour son courage, pour sa détermination, pour son hardiesse et pour son engagement patriotique. C'est encore la raison pour laquelle je l'invite à toi. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Très très bien. Je vous vois, oui, c'est bien de pouvoir permettre à ce qu'on vous voit totalement sur le visage. D'accord. Merci, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci encore de vous prêter au jeu de l'exercice de parler de la cité, mais particulièrement, je voudrais, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, pour ceux-là qui vous ont déjà entendu en audio, qui vous ont déjà perçu, qui vous ont déjà vu en vidéo, mais qui ne connaissent pas votre nom, qui ne connaissent pas votre engagement.
qui ne connaissent pas pourquoi vous prenez la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord, déjà merci à la Voix de la Voix pour cette énième invitation, parce que c'est le cas, je pense la deuxième ou la troisième fois C'est la deuxième. que, la deuxième fois que je me retrouve sur ce plateau. Donc je suis Geoffroy Fumula Libeka. Je suis acteur de la société civile gabonaise, je vis au Gabon, voilà, donc je suis à fond sur les questions d'abord d'éducation, d'entrepreneuriat, les questions également aujourd'hui de droits de l'homme et surtout les questions de jeunesse. Voilà, donc je suis un fils de Kingélé, un pur produit de Kingélé. Voilà, donc comme je le dis tout le temps, nous sommes les enfants du ghetto et puis voilà, nous nous sommes battus pour être là où nous sommes, pour pouvoir défendre des valeurs, défendre des principes et c'est ce que nous partageons au quotidien et c'est ce que nous essayons de valoriser chaque jour. Moi, j'ai une question à titre personnel, si je peux me D'accord. permettre. Pourquoi cet engagement? Pourquoi cette soif de pouvoir se mettre en avant, de pouvoir parler de tout ce que les gens vivent et vous, vous prenez la chose à bras le corps et même à prendre le risque d'engager votre famille et votre personne par rapport à dire les choses que tout le monde pense tout bas. Mhm. En fait, ce qu'il faut déjà dire, c'est que je suis chrétien d'abord. OK? Et en tant que chrétien, je dis tout le temps, nul n'a un titre foncé sur sa vie. Hmm. Je pars du principe que Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour défendre notre souffle de vie, pour défendre notre famille, défendre ceci, défendre cela. Non. Il nous a envoyés sur terre pour marquer notre temps, pour partager des valeurs, pour défendre ce qui est juste. Et c'est pourquoi en Matthieu 6,33, il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le Hmm. reste vous sera accordé par-dessus tout. Donc moi, c'est ce qui fonde ma raison de vivre, hein. C'est cette soif de la justice, c'est cette soif de la vérité, c'est cette soif de voir ce pays, le Gabon, qui est suffisamment riche, avoir des personnes en son sein qui a un niveau de vie comme ceux des autres pays, le Qatar, le Ghana, le Nigeria. En fait, c'est de voir cette image-là du Gabon. C'est ça pourquoi je me bats au péril de ma vie. Donc, je ne suis pas là pour dire, bon, faire attention, comme on me dit tout le temps, pour préserver ta vie, attention ceci, attention cela. Et je reprends souvent ces gens, quand c'est ton jour, c'est ton jour. Hein. On a vu des gens en pleine forme, en train de s'épanouir sur un terrain de football, quoi qu'ayant les meilleurs médecins du monde, tomber et mourir, en mourir. Donc c'est ça, ce n'est qu'une question de principe, c'est une question de valeur, et puis voilà quoi. Je me permets encore de vous poser cette question en me disant que pourquoi avoir accepté pour la deuxième fois de parler des affaires ou du bilan de la cité? Qu'est-ce qui vous anime dans ces choses et quel est votre regard concernant justement la cité qui est la nôtre aujourd'hui? Bon, mais qu'est-ce qui me motive à parler des affaires de la cité par rapport à la thématique? La première chose, c'est que chaque fois qu'une opportunité se présente pour contribuer à éveiller la conscience citoyenne et autres, bon, moi je réponds présent. Hein. Je reprends présent, je saisis chacune de ces opportunités. Pourquoi parler de la cité? Mais simplement parce que, en tant qu'habitant de cette cité, il est clair que nous n'avons peut-être pas le même niveau d'information. Il est clair peut-être que nous n'avons pas la même perception des choses. Il y a d'aucuns qui sont à un niveau sur une échelle allant de 0 à 10, qui sont à un niveau de 10, d'autres qui sont à un niveau de 0. Mais on doit se battre chaque jour à essayer de tirer les autres vers le niveau où nous sommes, tout en ayant pour nous le regard vers le niveau élevé, en nous inspirant des autres. Ces autres-là peuvent être au niveau national comme à l'international. Parler de la cité simplement parce que l'expérience et le temps nous ont amenés à comprendre, moi singulièrement, que le problème qu'on a au Gabon, c'est surtout un problème, euh, je vais dire quoi, un problème de
pas de volonté, pas d'engagement, mais un problème d'information. Il faut un gros travail en matière d'éveil citoyen. D'éveil citoyen autant pour moi. Quelquefois, on accuse les Gabonais à tort, hein, voilà, ils ne sont pas engagés et tout ce qui va avec. Mais je t'assure, Aristide, le temps, par exemple dans le cas des activités du copier citoyen, euh, la façon dont j'ai vu la transformation en matière de réflexion s'opérer chez les Gabonais, j'ai été surpris. Je prends un cas simple. Avant, on avait pour réflexe souvent lorsque on a le gouvernement annonce ses mesures. Quand les gens ne sont pas satisfaits, le premier réflexe, c'est d'insulter le gouvernement. Oh, ces voleurs-là, c'est ceci, c'est cela, ça va dans tous les sens. Mais quand on a commencé avec ce travail pédagogique, on a commencé à intéresser les Gabonais sur les procédures, sur la Constitution, sur comment est-ce que les textes sont adoptés, sur. Quel est le réflexe aujourd'hui de bon nombre? Quand le gouvernement produit son communiqué du Conseil de ministres, tu vas te rendre compte que chez les Gabonais aujourd'hui, c'est plus le réflexe de «Oh, ils ont encore voté une loi qui viole la Constitution». Donc on a moins d'insultes, on a un peu plus d'éveil, et je pense que si on arrive à accroître cette capacité d'éveil citoyenne, on va arriver à produire une masse assez critique qui, quand elle va se défendre, elle ne va plus le faire par émotion, mais elle fera par principe, par connaissance, dans un cadre qu'elle aura elle-même identifié et délimité. Donc c'est ce gros travail-là que nous devons faire et c'est ce qui motive chaque fois que l'opportunité se présente à mon niveau de parler justement de la cité et de ce que nous vivons dans notre cité. Quel est pour vous le bilan aujourd'hui avec votre regard, avec votre engagement avec la société civile? Qu'est-ce qu'est devenu la cité aujourd'hui? Quel est votre regard justement sur la cité actuelle? Bon, sans langue de bois, hein, sans langue de bois, je n'imaginais pas un jour vivre en tant que Gabonais une période aussi honteuse. Parce que on a grandi dans un environnement où même si on n'avait rien en tant que Gabonais, mais de l'extérieur, quand on parle du Gabonais, c'est avec fierté. C'était rare même de voir dans des sketchs, hein, mettre les Gabonais, mêler le Gabonais des sketchs pour en rigoler. Mais depuis ces derniers temps, on devient la risée de tout le monde. Hein. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Parce qu'il y avait tellement cette fierté d'appartenir au Gabon. Ce côté, on se dit, bon, on ne peut pas nous toucher, quoi. En fait, quand on parle de Gabonais, c'est un mythe, en fait, qu'on avait créé autour du Gabonais, mais un mythe qui est mort par rapport à la politique de ces dernières années, de ce dernier mandat, je veux dire quasiment depuis 2009 à ce jour. Au lieu de vivre ce sentiment de fierté, eh ben, c'est chaque année qui passe, la honte sur le Gabon est grandissante. Chaque année qui passe, la honte sur le Gabon est grandissante. Le Gabon en 2009, c'était environ 1800 milliards de dettes. Aujourd'hui, pratiquement 7000 milliards de dettes en si peu de temps. Le Gabon, avant 2009, c'était des étudiants qui avaient au moins un campus universitaire pour loger. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les étudiants se cherchent, abandonnés à leur sort et autres. Le Gabon, c'était des internats au lycée. Bon, aujourd'hui, faites le tour. Il y a quasiment plus, non, il n'y en a plus dans nos établissements. En fait, c'est plein de choses. Il fallait qu'on se mette à les énumérer. La liste est tellement longue. Et c'est ce qui motive, moi, mon engagement. C'est de contribuer à éveiller cette conscience de façon qu'ensemble, avec ces consciences éveillées, ceux-là qui ont encore l'esprit patriotique, travailler ensemble
pour qu'on puisse redorer l'image de notre pays. Et je pense que c'est possible, c'est pas impossible. C'est possible. Donc le Gabon, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce pays qui est devenu la risée de tout le monde. On rigole du Gabon, on se moque du Gabon. À la limite, bon. Voilà. Mais tout cela aussi est le fruit de plusieurs modifications. Comme je le dis depuis un certain temps, je traite beaucoup de la question de la constitution gabonaise parce qu'un pays est encadré par cette loi qui est la mère des lois. Rends-toi compte Aristide, le Gabon, quand on cite des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, le Bénin, la RDC, la Côte d'Ivoire, bon nombre de pays, de 1960 à aujourd'hui, le Gabon a modifié 24 fois sa constitution. Quand les autres pays sont autour d'une modification depuis 1960 de 4 fois, de 3 fois, de 8 fois, nous en sommes à 24. De 1990 à aujourd'hui, le Gabon a modifié 9 fois sa constitution. Quand les autres pays sont à une moyenne de 1 fois, le maximum, c'est 3 fois en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la mère des lois, ce document sacré, qui garantit le fonctionnement d'une république et traduit la stabilité tant démocratique, humaine et autre d'une république, ce document, en fait, devient comme une serpillière que chacun peut venir, il l'utilise et il en fait n'importe quoi. J'ai discuté la dernière fois sur un plateau avec un parlementaire qui me disait, lorsque je faisais cette comparaison, que le fait que le Gabon ait modifié plusieurs fois sa constitution ne sous-entend pas que les pays qui ne l'ont pas modifié sont plus démocratiques que le Gabon. Et je répondais à ce dernier que malheureusement le constat est tel que les pays qui n'ont pas autant modifié de fois leur constitution que le Gabon sont ces pays-là où on assiste quand même, on enregistre comme une alternance, où les présidents ne s'éternisent pas au pouvoir, où on ne maintient pas la tête de la Chambre suprême en matière de juridiction une personne pendant 30 années. Il y a une certaine alternance, on voit les députés s'exprimer de façon objective, ce qui n'est pas le cas du Gabon, ce qui sous-entend que vos modifications, au lieu de contribuer à vitaliser notre démocratie, n'ont fait que tuer ce qu'on avait déjà comme acquis. Donc c'est malheureusement la triste réalité dans le contexte de notre pays, le Gabon. Quand vous me dites aujourd'hui, et je tiens à saluer toutes les personnes qui sont connectées, Isabelle, Flavie et Marie, je vous transmets encore mon bonsoir et toutes les autres personnes qui sont connectées. Merci encore de nous suivre. Vous pouvez interagir, vous pouvez naturellement poser des questions, vous pouvez aussi nous faire suivre des questions nécessaires, ce que vous pouvez traverser, ce que vous avez pu vivre. Nous sommes avec un membre de la société civile. La société civile, d'ailleurs, je pose la question, Monsieur Geoffrey, Monsieur Fouboula, qu'est-ce que la société civile? Quelles sont les prérogatives de la société civile? Ok, Aristide, cette question est très importante parce que sa réponse permettra assurément de nuancer certaines perceptions que beaucoup d'entre nous avons de la société civile. D'aucuns pensent que la société civile, c'est un parti politique dans les faits. D'aucuns pensent comme les positions des acteurs de la société civile se rejoignent souvent de celles de l'opposition. Donc, de ce fait, la société civile doit agir comme non. La société civile n'est tout autre que des organisations. En matière d'organisation, la société civile n'est tout autre qu'un regroupement de personnes physiques et morales qui ont décidé de garder
leur objectivité en se concentrant sur la défense des causes et non la défense des intérêts. Parce que dans une organisation, dans une société, vous avez de ceux qui défendent des causes et ceux qui défendent des intérêts. Les entreprises, les sociétés, tout ça défendent des intérêts de portée économique. Les partis politiques et autres défendent des intérêts de portée politique, donc la conquête du pouvoir. Mais la société civile défend des causes, l'éducation, la santé, et une cause, en fait, elle est transversale. Une cause n'a pas une coloration. Une cause ne se défend pas en fonction, par exemple, de l'attitude ou de la nature des autres, notamment de ceux qui défendent des intérêts. Je m'explique. Moi, en tant qu'acteur de la société civile, œuvrant par exemple sur les questions de droits de l'homme, si une personne du PDG se retrouve par exemple en prison et que son arrestation est en violation des droits de l'homme, même si je ne suis pas d'accord avec la politique du parti au pouvoir, l'acteur de la société civile a le devoir d'aller défendre ce citoyen, pas parce qu'il est pédégiste, mais parce que les conditions de son arrestation sont en violation d'une cause que je défends, celle de la justice. Pareil, si j'ai une personne de l'opposition qui est arrêtée dans des conditions arbitraires, comme c'est le cas du président Jean-Rémy Yama aujourd'hui, en tant qu'acteur de la société civile, je me dois de le défendre. Pas parce que c'est un acteur de la société civile, mais parce que simplement c'est d'abord un citoyen qui a été arrêté en violation de ses droits. Donc, vois-tu, quand on n'arrive pas à comprendre ça, on aura le sentiment que, bon, voilà Geoffroy Foumboula, comme ce fut le cas, hein, quand j'étais sur la défense de mes frères des casseroles, ou encore quand je parle des frères des casseroles, c'était tout le monde. Hein, il y a de ceux que je n'ai pas connus, Général Dumapan que je n'ai jamais vu, les Hoffman. Bon, je connaissais peut-être certains, je connaissais d'autres, comme Philippe Arsène, Jeff Blancpain, Dimitri, je ne le connaissais pas. Mais même si on avait sur le plan de l'observation de la cité, même si on avait des points de vue opposés, farouchement opposés, mais lorsqu'ils ont été arrêtés de façon arbitraire, en tant qu'acteur de la société civile, je me devais de les défendre et de condamner ces arrestations. Même si maintenant, à côté de ça, j'ai reçu les foudres, je veux dire, de certains qui ne comprennent pas le combat civil, en disant non, tu perds ton temps à les défendre, les gens qui passent le temps à encenser le système, à encenser le gouvernement, ce sont des pédégistes, ils défendent le président, donc même s'il faut qu'ils soient là-bas en prison, il faut les laisser croupir. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est pas ma nature, c'est pas mon combat. Mon combat ne choisit pas, non, mon combat c'est la cause. Donc c'est ça en fait la grosse différence et la mission de l'acteur de la société civile. Il est axé sur les causes. Et c'est pourquoi dans le cas de la défense de ces causes-là, même s'il a des points de vue divergents avec les institutions de la République, mais il se doit de travailler avec tout le monde. C'est pour ça que vous avez constaté que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, même si ça a été décrié par certains, lorsqu'il s'est agi des questions Covid, on a saisi la Cour constitutionnelle parce que, par exemple, on avait constaté une violation de la Constitution. Vous avez vu quelquefois les réactions sur les réseaux de certains qui disent souvent défendre les mêmes opinions que nous en disant non, vous allez à la Cour constitutionnelle, ça va vous apporter quoi en le faisant? Vous êtes en train de légitimer Marie-Madeleine Borancho, dans cela. Mais non! En tant qu'acteur de la société civile, la mission première qui est la nôtre, c'est de saisir les institutions compétentes. Maintenant, lorsqu'on n'a pas gain de cause auprès de ces institutions compétentes, on descend sur le terrain. On descend sur le terrain. Et pour la petite contribution supplémentaire, j'avais déjà fait des lives où je m'étais beaucoup appesanti sur le combat civique. Et j'avais défini ce combat-là en 6 méthodes.
des méthodes qui sont non violentes, d'autres qui sont violentes. La première méthode civique, ce sont les élections. Le premier combat civique est l'élection. C'est vrai que dans l'opinion, quand on parle d'élection, on pense que c'est un combat politique. Non. L'élection est d'abord un combat civique. C'est pour cela que toi et moi, Aristide, quand on demande d'aller voter, on n'a jamais dit allez-y accomplir votre devoir politique. On dit allez-y accomplir votre devoir civique. Ouais. Parce que l'élection est d'abord une question civique. Même si après les politiciens manipulent notre conscience au point de nous faire croire que c'est une question politique, comme quoi il y a des personnes qui ont la capacité à se présenter à une élection. Ce sont ceux qui appartiennent à des partis politiques. Et tous les autres, là, leur travail, c'est juste aller voter. Non. Une fois que tu peux aller voter, tu as 18 ans, tu peux aussi te présenter, soit dans le cadre d'un parti politique, soit en tant qu'indépendant. C'est ça le combat civique, en fait. C'est le combat démocratique. Le premier combat. Le deuxième combat, le deuxième moyen de lutte civique, c'est la lutte civique non violente. C'est un peu celle qu'on a décidé, nous, de mener. Cette lutte civique non violente se traduit, par exemple, par des plaidoyers. C'est une question sur laquelle nous sommes. On va lancer des plaidoyers, écrire aux institutions, discuter avec ces dernières et tout ce qui va avec, saisir les tribunaux, en tout ce qui est procédure légale d'une part. Et on a des actions également de terrain qui peuvent se traduire par des sit-ins, par des marches, par des appels à des villes mortes, dans un pays, en tenant compte des conventions internationales, même la désobéissance civile, même si le système en place a pénalisé la désobéissance civile en interdisant aux Gabonais d'œuvrer pour des actions de désobéissance civile. Bon, moi, si j'ai envie de mener une action de désobéissance civile, je vais la mener au Gabon. Je suis respectueux des textes simplement parce que le Gabon a reconnu dans son bloc constitutionnel la Déclaration universelle des droits de l'homme. Yeah. Laquelle Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la désobéissance civile. Donc, si le Gabon veut éliminer la désobéissance civile, qu'il renonce à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, voilà, donc ça, c'est autant d'actions non violentes dans le combat civique. Vous avez des actions civiques violentes. D'accord? Ces actions civiles violentes sont essentiellement menées souvent par ce qu'on qualifie de terroristes. Ce sont des gens qui posent des bombes, tout ça, parce que vous allez vous rendre compte que ce sont souvent des civils qui le font. Yeah. Au nom d'une certaine idéologie. Parce qu'ils pensent que eux, le combat, c'est celui de la force. Vous voyez un peu. Donc, j'ai cité les élections, le combat civique non violent que j'ai exprimé, qui est par exemple matérialisé par le combat des personnes comme Luther King, comme Mandela, comme Gandhi. Ce sont des gens qui n'ont jamais insulté les institutions en place. On n'a jamais écouté Luther King insulter Kennedy en son temps. On n'a jamais écouté Gandhi insulter les Anglais qui dirigeaient le pays. Par contre, ils ont mené des actions civiques en discutant avec ces institutions et ça a permis de faire avancer le combat qu'ils menaient à travers des grèves comme des grèves de la faim, à travers des actions comme des sit-ins. Pour la petite histoire, le sit-in, il est né dans les années 61 aux États-Unis. Ce sont des étudiants qui, pour contester la ségrégation en milieu universitaire, ont décidé de lancer ce nouveau mode de lutte qui était le sit-in, donc s'asseoir, ainsi de suite. On a ces trois actions. La quatrième action, c'est celle de la révolution, qui est souvent conduite par un révolutionnaire. Le révolutionnaire, c'est quelqu'un qui a une idéologie, qui la partage, et qui, derrière cette idéologie, arrive à convaincre bon nombre de personnes. Mais cette révolution peut aussi souvent finir, et finit souvent en révolution armée. C'est un peu ce que nous avons vu avec le Che Guevara, avec Fidel Castro, qui sont à la base des citoyens qui ont concentré leur énergie autour d'une idéologie, et cette idéologie a fait en sorte qu'ils puissent avoir derrière eux d'autres citoyens, et ces citoyens-là ont été reconvertis en paramilitaires,
pour mener un combat armé dans le cadre de la révolution. Vous avez à côté de la révolution, le cinquième moyen de lutte, c'est la rébellion. Mais la rébellion, elle est souvent armée. C'est un peu ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire, où vous avez la rébellion, elle est armée, elle est dangereuse, parce qu'elle ne peut pas se conduire sans l'appui, souvent des partenaires des pays limitrophes. C'est ça. On a vu en RDC, par exemple, pour que Kabila père entre en RDC, il a dû solliciter le soutien du Rwanda. Mais aujourd'hui, le Rwanda, par exemple, qui n'est pas producteur de minerais, se retrouve être l'un des premiers exportateurs de cobalt. Pourquoi? Parce qu'il s'est installé en RDC en accompagnant le président Kabila pour prendre le pouvoir. Mais maintenant, pour en sortir, c'est autre chose parce qu'il estime que si tu es là où vous êtes, bah, c'est parce que moi également, j'ai apporté ma force. Il y a eu un partenariat, il y a eu une association, Exact, c'est ça le danger avec le moyen de lutte qu'on appelle la rébellion. Parce qu'une fois qu'une guerre commence dans un pays, laissez-moi vous dire que c'est pour toute la vie. Hein. On voit en Côte d'Ivoire, on voit en ceci, on voit cela. Et le dernier moyen de lutte, bon, on ne va pas dire civique, mais c'est le dernier moyen, c'est le putsch. Le putsch est souvent armé et il n'est opéré que par des militaires. Et vous n'avez jamais vu des militaires se mettre dans la rue pour vous dire que tel jour on va faire un putsch. Vous voyez un peu. Alors, par rapport à la question que tu as posée sur justement le combat civique et tout ce qui va avec, le problème que nous avons vient de cette incompréhension. Vous avez des gens qui disent mener un combat civique soit en étant des résistants, soit en étant dans des ONG, des associations, mais qui vont par exemple appeler au coup d'État, qui vont appeler à la rébellion. C'est-à-dire que tu es dans un combat, tu dis moi je mène le combat civique, les moyens du combat civique sont ceux que je t'ai cités, donc tout ce qui est plaidoyer, tout ça, mais tu laisses les moyens du combat civique pour aller prendre les moyens, par exemple, du putsch. Et ça crée cette confusion, ce qui fait que les gens, parce qu'ils ne connaissent pas dans quel couloir ils s'aventurent, lorsqu'on mène un combat, s'attendent à ce que vous, par exemple, acteurs de la société civile, agissez dans le sens de la réflexion d'un putschiste. Genre, moi je suis acteur de la société civile, Geoffroy Fumboula, et je me mets là dans la rue, bien devant les caméras en disant « Non, mais l'armée, vraiment, c'est n'importe quoi. Elle est incapable de prendre le pouvoir. » Mais si on m'arrêtait à un instant précis, mais ceux qui viennent m'arrêter ont totalement raison de m'arrêter. Parce que ce n'est pas ma mission, moi, en tant qu'acteur civique, d'appeler au coup d'État et autres. Pareil pour un militaire. Si les militaires se mettent devant les caméras pour dire la société civile doit descendre sur le terrain pour faire des marches, mais ce militaire, on le prend, on le met en prison. Et on aura totalement raison de le mettre en prison. Parce que sa mission à lui en tant que militaire, soit il réfléchit pour faire un coup d'État, mais sa mission n'est pas de demander aux gens de descendre dans la rue pour gréver. Ouais, donc c'est un peu ça. Et c'est ce travail-là que, pour ma part, je fais au quotidien pour amener les gens à se recentrer sur le type de lutte approprié. Si tu estimes que tu peux faire une rébellion, ben va chercher l'argent, ça coûte très cher la rébellion. Lance-toi dans la rébellion. Si tu as envie de faire un putsch, bon, ça je te dis qu'en tant que civil, tu ne peux pas le faire. En tant que civil, laisse les militaires réfléchir à ça. Si tu as envie de mener une révolution, comme le fait aujourd'hui Kémy Séba, commence à te bâtir une idéologie en laquelle les gens vont se retrouver. Donc c'est ça, tant que les gens ne sauront pas la nature de la lutte appropriée au combat qu'ils veulent mener, ils seront toujours perdus et ils agiront toujours par émotion. Quel est pour vous le sentiment aujourd'hui qu'ont les Gabonais pour pouvoir changer le mode de vie qu'ils ont aujourd'hui par rapport à la cité? Bon, la vérité c'est que la majeure partie des Gabonais, c'est regrettable de le constater et de le dire, sont convaincus que leur pays est la propriété d'un groupe de personnes. Et cela se traduit souvent dans nos expressions. Oh, ils n'avaient qu'à faire du pays ce qu'ils veulent. C'est leur pays, non? Ce que vous avez des individus
qui, parce qu'ils sont opprimés dans leur pays, sont convaincus que le pays appartient à l'oppresseur. Ça, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Au point où ces individus pensent qu'il n'est même pas nécessaire de se battre pour leur propre indépendance. Et ils se réfugient derrière le Seigneur. Non, le Seigneur va agir. Non, le jour que le Seigneur va décider. Non. Mais je le disais déjà à certains, que même pour que les murs de Jéricho tombent, il a fallu que les croyants marchent 7 jours et 7 nuits. Donc, c'est un effort. Ils ne sont pas restés assis à distance en disant, oh Seigneur, fais tomber les murs de Jéricho. Il y a eu d'abord un effort. Et tout ça part également de la nature des messages que l'on donne aux gens dans les églises. Parce qu'au Gabon, plus de 80% des Gabonais appartiennent au moins à une religion. Plus de 80% des dernières statistiques, autant pour moi, appartiennent au moins à la religion chrétienne. Les autres sont répartis dans les religions musulmanes, dans les traditions bouddhistes, Mélan, Njobi, et ainsi de suite. Mais tous les 3/4 de la population appartiennent aux chrétiens. Mais comment comprendre que dans un pays à forte dominance chrétienne, on se retrouve avec un niveau de corruption très élevé, avec un niveau d'implication qui est très, très, très faible. Mais vous avez vu, vous voyez les gens tous les jours faire le plein des églises dimanche. Quand on dit on va faire des séminaires de prière pour trouver le mari, trouver le travail, chasser les démons de la famille, parce que c'est ça la priorité des Gabonais. Vous allez les voir faire le plein. Mais quand on demande à ces mêmes personnes de se battre pour leur pays, elles disent non, oh, ça sont les choses du monde. Oh. Moi, je vais simplement prier pour que le Seigneur agisse. Donc là aussi, il faut beaucoup travailler avec les communautés religieuses de façon, pas à les orienter parce que nous n'en avons pas la capacité. Du moment où ces responsables spirituels estiment qu'ils ont reçu un mandat divin, ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser pour les amener à comprendre que, bon, quoi qu'ayant reçu un mandat divin, mais quand on reçoit un mandat divin, c'est pour que les fruits soient palpables. Mais si les fruits ne le sont plus, il faut à un moment donné se remettre en cause. Soit repartir vers celui qui a confié le mandat pour dire, bon là, change-nous quand même ce mandat-là parce qu'on ne voit pas grand-chose autour de ça. Bon, c'est la situation dans laquelle nous sommes. On a des Gabonais qui aujourd'hui ne se sentent plus très concernés par les affaires de leur pays, par leur propre pays. Des Gabonais qui laissent ceux qui reviennent de très loin, nos frères expatriés, prendre le contrôle de leur pays. Des Gabonais qui sont réduits à accompagner nos frères expatriés, qui se sentent plus et mieux dans la position de suppléant de ces frères expatriés que dans la position de leader. Il n'y a qu'à voir, en fait. Le Gabonais, lui, c'est la rente, en fait. C'est la rente. Tu lui donnes ces 10 000, ça va, quoi. Si ça peut permettre de prendre une bière, manger quelque chose, ça va. Il n'y a pas de souci. Au lieu de se mettre à travailler pour avoir mieux, en fait. Et ça, c'est le gros problème que nous avons au Gabon. Et je dis, ce problème-là tire son origine, premièrement, des leaders de conscience. Pas les leaders politiques, parce que les leaders politiques ne sont pas des leaders de conscience. Je parle des leaders de conscience, et ces leaders de conscience sont essentiellement nos hommes d'église. Voilà, donc c'est le type de message qu'ils prêchent, des messages qui sont plus basés sur la résignation face à l'engagement civique et politique, parce qu'on fait croire aux chrétiens que les histoires de la politique, les histoires de la société civile, ça ne vous regarde pas. Vous êtes les gens mis à part pour le royaume des cieux. Donc la priorité pour vous, c'est d'assister au séminaire, c'est de prier, c'est de ceci, c'est de cela. Et malheureusement, ça produit ce que ça produit. Hein.
Excusez-moi, Geoffrey, parce que là, vous êtes en train de me dire que on a des personnes qui sont lobotisées par un discours plutôt type religieux, spirituel, et dire non, mais c'est pas ce que j'entends, c'est pas ce qu'on entend dans les églises. Le reste de la parole qui est donnée, c'est d'aller dans la cité, c'est d'aller apporter la bonne nouvelle, c'est de travailler dans la cité et de permettre à justement permettre à ce que la cité soit belle, elle soit changée par pas les doctrines. On doit défaire les doctrines. On doit transmettre la parole, la bonne nouvelle. Moi, je reviens à notre thématique ce soir. Quel est le bilan de la cité? Parce que vous nous avez illustré tout ce qui est comportemental, tout ce qui est vision, tout ce qui est gestion, mais réellement, pour que quelqu'un puisse s'engager, pour que quelqu'un puisse prendre à bras le corps, le fait de pouvoir changer la circonstance de sa vie. Parce qu'effectivement, on est rentré dans une vision où les Gabonais ne sont plus propriétaires. Les Gabonais ne sont plus chefs d'entreprise, sinon employés. Si je me trompe, on compte la plupart des Gabonais qui sont chefs d'entreprise et qui se battent pour l'être et continuer à perdurer dans ce domaine. Il y a des gens qui travaillent. Et on vous a vu à l'œuvre. On salue encore l'engagement que vous faites sur le terrain. Mais réellement, quel est le devoir citoyen d'un Gabonais lambda? Quelle est la démarche que nous devons faire pour changer les abus de la cité par rapport à ceux qui gouvernent? Mais la première démarche, euh, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire si on n'arrive pas à prendre conscience, en fait. C'est le gros travail que nous avons à faire. Et pour qu'on arrive à prendre conscience, il faut que tous les acteurs conjuguent le même verbe. Quand je parle de tous les acteurs, je parle notamment de ceux-là qui ont une emprise un peu plus importante sur la conscience collective. Et c'est pour ça que je parlais justement des leaders religieux, du fait que plus des trois quarts des Gabonais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à côté de ça? Ce qu'il faut faire, c'est de continuer à sensibiliser comme nous le faisons. C'est d'amener les gens, pas à les forcer, mais à les convaincre qu'ils sont utiles pour leur propre pays. Et que le niveau d'utilité n'est pas fonction du niveau du train de vie, n'est pas fonction du niveau d'études, n'est pas fonction, mais c'est fonction surtout des valeurs que l'on décide de défendre. Pour ceux qui sont chrétiens, comme je le dis souvent, lorsque j'échange avec certains de mes frères, Jésus-Christ est mort à 33 ans. Il n'a pas laissé des immeubles, il n'a pas laissé une maison même. Mais ce qu'il a laissé, c'est sa trace, et cette trace est incarnée par des valeurs. Il aurait pu Je, je ferai, je vous entends plus bien. tu me reçois là, tu me reçois, moi je te reçois très bien. Moi je te reçois parfaitement. Je ferai, je vous entends plus bien. Je vous entends plus Moi, bien, mais j'ai envie de vous dire, vous qui êtes connectés, likez, partagez pour qu'on puisse avoir une homogénéité sur le direct. Euh, on fait pas ces rencontres parce qu'on a juste envie de perdre du temps. On fait pas ces rencontres parce qu'on a juste envie de nous voir à la télé sur la toile. On veut parler des problèmes de fond. On veut parler des problèmes qui permettront à prendre conscience, prendre effectivement la décision de pouvoir faire quelque chose à quelque niveau que ce soit.
vous avez la responsabilité tout simplement de liker. Je sais qu'on n'a pas la faveur de ce qui est bien pour pouvoir dire sur la toile de liker ou de partager parce qu'on n'insulte pas, parce qu'on ne dit pas de gros mots. On parle le vrai français, on parle le bon français, on parle avec le bon volume. On ne veut pas discréditer quelqu'un. On veut trouver des solutions. Et dans ces solutions, il faut qu'on se parle. Et en se parlant, on fait des actions. Nous faisons ces actions pour pouvoir justement permettre à ce que votre quotidien, notre quotidien, le quotidien de nos enfants puisse changer. Excusez-moi de vous avoir coupé la parole parce que Là, je ne vous entendais pas bien. là, tu me reçois mieux, Aristide, tu me reçois de nouveau. C'est nettement mieux, oui. Ok, super. Donc, je suis en train de dire que ce qu'on peut continuer à faire, c'est ce travail d'éveil de conscience, c'est d'amener les gens à comprendre qu'ils doivent être utiles pour leur pays et qu'ils peuvent être utiles pour leur pays. Vois-tu, nous sommes dans un environnement où malheureusement, je vais essayer de te schématiser ça, hein. Quand j'analyse les dernières élections présidentielles au Gabon, de 2009 à aujourd'hui, tu te rendras compte quand tu discutes avec des Gabonais, les Gabonais ont admis comme principe, pour avoir une garantie d'avoir une alternance au Gabon, il faut que le candidat puisse, d'une part, être quelqu'un qui justifie d'un portefeuille financier assez important, et d'autre part, soit quelqu'un qui connaisse le système. Moi, je prends 2009 par exemple. Amo venait à peine de quitter le système où il était ministre de l'Intérieur. Mais quelle était la première motivation des Gabonais derrière Amo? Non, il connaît le système, il a l'argent, il a ceci, il a cela. Mais les Gabonais avaient complètement oublié tous ces candidats-là qui, certes, n'ont pas d'argent, mais qui n'ont pas changé de posture depuis qu'ils ont décidé de s'engager. Je pense aux candidats comme un de mes papas que j'apprécie beaucoup, même s'il n'est plus de ce monde, Jules Aristide Bourdès au Gouligende, que moi j'ai reçu, j'étais encore tout petit, hein, chez moi à Kingele, dans notre vieille maison en planche. Voilà, parce que quand ils ont créé leur activité, nous on était enfants et je veux dire que sa base, c'était à Kingele, ses premiers militants, bon, c'était à Kingele et autres. Moi j'ai vu Papa Jabo, j'étais tout petit, hein, au primaire encore, les années 93. Tu as des personnes comme les Benoît Mutinzamba, tu as des personnes comme Luc Bengonossi, tu avais des personnes comme Mambundu, justement en 2009. Donc des personnes qui n'avaient jamais, qui sont restées constants dans leur combat. Mais lorsqu'on arrive en 2009, les Gabonais ont dit non, ceux-là, même s'ils sont restés constants pendant des décennies, ils n'ont pas d'argent, ils ne connaissent pas le système. Donc on ne peut pas vraiment apporter du crédit. Est-ce que tu vois un peu la réflexion? C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus en matière de valeurs. En disant si cette personne a des valeurs, voyons comment est-ce que nous on peut apporter nos 1000 francs, nos 2000, nos 3000, puisque ce qui manque à cette personne, ce sont les moyens. Elle a des valeurs, on se reconnaît en ces valeurs, apportant du crédit, apportant des moyens à ces personnes. La même chose s'est produite en 2016. On avait des opposants qui sont restés constants, mais lorsqu'on est arrivé en 2016, tout le monde a dit, ping, pour quels critères? Il connaît le système, il a l'argent. En 2023, on aura peut-être un Billy Binzel qui va dire, bon, moi aussi je me présente. Vous allez voir, les Gabonais vont aussi courir pour dire, non, oh, Billy, il connaît le système, il a l'argent. C'est-à-dire qu'on a réussi à corrompre notre psychique. On a réussi à le prostituer. En ce sens que les valeurs ne sont plus importantes à nos yeux. Ce qui est important, c'est de justifier d'un chéquier, c'est de justifier d'une certaine connaissance du système et autres. Et nous en sommes là où nous sommes. Tant que les Gabonais ne se reconnecteront pas
aux valeurs qui sont les leurs, mais qui passeront le temps à prostituer leur conscience, il serait difficile de sortir de cette situation. Parce que le problème vient de là. C'est une prostitution entretenue de nos mentalités qui fait en sorte que nous soyons dans... malheureusement, je te jure qu'on a un véritable problème. Et cela se traduit même dans les églises. Attendez, Geoffrey, attendez. Vous êtes en train de me dire que le peuple subit ce que nous subissons aujourd'hui parce que nous acceptons et nous tendons la main pour nous faire battre. C'est ce que vous êtes en train de me dire par une prostitution de la conscience et de notre mindset. Mais les faits sont là, hein, Aristide. Les faits sont là. Je t'ai cité juste quelques exemples hein, en te faisant le schéma des élections. Dans la conscience du Gabonais, pour lui, l'alternance ne peut être conduite que par celui qui a l'argent et celui qui a servi le système. C'est-à-dire même si c'est la personne qui l'a opprimé pendant qu'elle était au système, qui a tué sa famille, qui a détruit son pays. Mais si cette personne vient dire, mais voilà, moi j'ai l'argent et je connais le système, le Gabonais le suit les yeux fermés. Et cela se traduit à tous les niveaux. C'est justement parce qu'il y a ce côté de prostitution cérébrale que nous sommes à un niveau où même les expatriés viennent nous dominer à tous les niveaux. Hein. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir au niveau politique, même si c'est un peu voilé, mais même dans nos administrations aujourd'hui, on donne la nationalité. C'est pas moi qui le dis. Hein. Il y a des agents du CEDOC qui ont été enfermés parce qu'ils distribuaient la nationalité à des personnes qui viennent nous dominer dans notre pays. Après avoir acquis la nationalité donnée par qui? Par des Gabonais, à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, c'est nos frères expatriés. Quand vous voyez comment ces frères expatriés se comportent dans leur pays, ces frères expatriés se battent pour défendre des valeurs et des principes. Voyez comment est-ce que les combats, la société est organisée de façon globale dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. On ne s'amuse pas avec les valeurs. On ne s'amuse pas avec la démocratie. Allez-y en Afrique de l'Ouest. On ne parle pas d'homosexualité. Hein. On ne change pas la constitution pour faire la promotion de l'homosexualité, comme c'est par exemple le cas au Gabon. Eux, là-bas, ils sont attachés à leurs traditions. Ils sont attachés à leurs valeurs. Vous voyez un peu? Alors, quand des personnes comme ça, qui sont attachées à l'effort, aux valeurs et autres, dans leur pays, on ne touche pas leur démocratie n'importe comment. Toucher à la démocratie au Sénégal, toucher à la démocratie dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, au Ghana et autres, vous allez voir comment est-ce que la population va se lever. Pourquoi? Parce qu'elle est assise sur des valeurs. Donc comprenez que quand cette population qui a une culture assise sur des valeurs vient dans un pays et constate que la population de ce pays-là n'est pas assise sur des valeurs, mais elle vient dominer. Elle prend le contrôle. Parce que simplement, nos frères se sont rendus compte que bon, on pensait qu'en arrivant dans un pays étranger, on trouverait des personnes qui ont des valeurs comme nous. Mais bon, on se rend compte que dans ce pays, on accepte tout, on peut tout modifier, les gens ne vont jamais se plaindre. Mais bon, allons-y, poussons le bouchon très loin. Prenons le contrôle de leur économie, prenons le contrôle de leurs organisations civiques et autres, prenons le contrôle de leurs administrations, faisons du business dans leur pays. Ils ne vont jamais se plaindre. Parce que comme vous le constatez, la seule chose qu'ils sachent faire, c'est de se rendre dans les églises pour prier afin que le Seigneur descende, changer leur vie. Pendant que nous, dans nos pays, même s'il y a des églises, on ne se limite pas aux prières. On descend sur le terrain quand ça ne va pas. C'est le véritable problème du Gabon. Même si ça fait mal à entendre, mais c'est la réalité. C'est une mentalité qui est prostituée et ça produit ce que ça produit.
excusez-moi, mais là, vous venez de, passez-moi l'expression, vous venez de m'assommer. Vous venez complètement de m'assommer dans le fait de pouvoir comprendre que, en fait, tous nos pères que vous avez donc cités précédemment ont fait un travail vain de pouvoir essayer de mettre un soubassement avec des vraies valeurs et qui ont construit effectivement ces valeurs pour pouvoir dire la génération va suivre. Cette génération s'est pervertie au point de pouvoir s'engager à tisser des alliances de corruption complète et totale, physique, morale et j'en passe, pour pouvoir subir le fait de pouvoir dire mettez-nous des chaînes et prenez même la place de nos pères. Parce que ce qu'ils ont fait, on n'y compte plus. Et on acquiesce le fait de pouvoir vivre cette pauvreté extrême, intellectuelle et spirituelle. Vous êtes en train carrément de nous dire que même nos responsables, nos pères qui ont la responsabilité de diriger les peuples et qui est notre peuple dans la foi et dans le fait de pouvoir parler de la vérité, la parole, la constitution, nous encore biaisent sur ces choses afin de tirer l'avantage sur une forme de corruption spirituelle. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de nous dire? C'est pas ce que je dis, c'est ce que les faits traduisent. Je ne fais que vous My dire God. ce que nous refusons de voir. Je ne fais que dire ce que nous refusons de voir. Euh, Vois-tu, tout à l'heure, j'ai parlé des 6 moyens de lutte, parlant des élections jusqu'au putsch et autres. Mais il n'y a aucun pays au monde, aucune population consciente qui peut accepter de contempler comment est-ce que son pays se bat sans essayer d'utiliser l'un des moyens pour lutter. Mais ce n'est pas le cas pour nous, en fait. Nous nous sommes habités en gros par la résignation. Le Gabonais a admis comme principe défendre son bout de pain. Ce sont des expressions que l'on connaisse. Quand tu commences à mener un combat, juste on commence à te dire « Ah, je vois, fais attention, bats-toi pour ton bout de pain. » Or, la nation te permet d'avoir pas un pain, mais une boulangerie entière pour toi. Tu refuses d'avoir la boulangerie. Tu veux te contenter du bout de pain que l'oppresseur te donne. Et tu prends plaisir à te battre pour dire non, ça me suffit. Je préfère rester silencieux du moment où on me donne mon bout de pain. Ça me suffit. Il faut qu'on arrive à transcender cette dimension. Et pour arriver à transcender cette dimension, à défaut d'utiliser les 5 autres moyens de lutte que j'ai cités, le moyen de lutte conventionnel, ce sont les élections. Je te prends un cas simple. Dans Libreville, dans l'Estuaire, la commune de Viendo par exemple, Aristide, dans une circonscription qui a plus de 10 000 âmes, plus de 7 000 personnes inscrites sur la liste électorale, quelqu'un devient député avec 299 voix. Est-ce que tu vois un peu? Plus de 10 000 âmes vivent dans une circonscription. Plus de 7 000 personnes sont inscrites sur la liste électorale, mais quelqu'un devient député avec 299 voix. Est-ce que tu vois jusqu'où nous sommes arrivés? Nous sommes arrivés à un niveau de résignation où nous laissons qu'on fasse de notre pays ce que l'on veut. 299 voix, rends-toi compte, ne fait même pas le quart du nombre de fidèles dans une église de dimanche. Mais tu as des milliers de personnes dimanche à l'église pour prier le Seigneur, mais ces personnes ne sont pas capables d'aller élire ou bien envoyer quelqu'un de leur communauté aller défendre là où les lois prennent leurs intérêts de la communauté. Est-ce que tu vois le niveau d'aliénation, en fait?
C'est palpable. Rien que sur, C'est sur cet exemple-là, ça traduit en fait la situation du Gabonais. Beaucoup vont te dire, non, Geoffroy, ça sert à quoi? Moi, j'ai déjà eu des débats, j'en ai tout le temps. De quand te disent, non, mais Geoffroy, ça sert à quoi d'aller, par exemple, voter? Demain, ils vont tricher, ils vont voler, ils vont ceci. Et je réponds souvent à ces personnes ceci. Tu t'es déjà fatigué d'aller déposer un dossier quelque part parce que tu recherches le travail. Les grandes sociétés dans lesquelles vous rêvez de travailler, là, qui ignorent qu'à la tête de ces grandes sociétés-là, ce sont des francs-maçons et des rosicruciens. Est-ce que ça vous empêche, toi qui es chrétien, d'écrire au DG de cette structure, j'ai l'honneur de solliciter un emploi dans votre entreprise, sachant que celui-là, c'est un franc-maçon et un rosicrucien? Pourquoi tu le fais? Parce qu'il s'agit de ton ventre. Comme c'est ton ventre, tu utilises tous les moyens, tu ne baisses pas les bras. Mais quand il s'agit de libérer ton pays, tu trouves toutes les excuses possibles. Non, on a triché. Non, il y a le vol des élections. Non, il y a la dictature. Non, il y a ceci. Mais quand il s'agit de chercher un travail pour te nourrir, tu ne trouves aucune excuse. Pourquoi? Parce que tu as des personnes qui pensent que leur ventre est plus important que défendre la nation qui a donné le souffle de vie et qui leur permet. Le patriotisme, ce n'est pas ce qu'on voit et dont on parle tout le temps. Le patriotisme, c'est cette capacité à renoncer à soi pour se donner à la nation. Alors, je vais recentrer quand même les choses parce que je me dois de recentrer les choses. Il faut qu'on ne soit pas émotionnel. Il ne faut pas que, parce que vous tombez sur l'émission et vous entendez ce que vous entendez et vous commencez à pointer du doigt et à jeter des pierres. Il faut pas être charnel. Il ne faut pas être émotionnel. Nous sommes dans une configuration où nous sommes en face de la réalité. En face de cette réalité, nous avons le devoir à nous, je dis bien nous, chacun de nous, à prendre la responsabilité de pouvoir dire nous devons changer notre pays. Ça commence par notre conscience. Ça commence par votre conscience. Ça commence par votre façon de parler. Ça commence par votre façon de vous mouvoir. J'ai vu déjà dans les écrits on a commencé à taper sur les hommes de Dieu. Notre objectif n'est pas de taper sur les hommes de Dieu. Notre objectif est de conscientiser. Notre objectif est de recentrer le débat. Notre objectif est de sensibiliser l'objectif du débat de ce qui est la cité, ce qui est les prérogatives des enfants de Dieu dans la cité. Et notre invité vient de spécifier quelque chose qui est probant. Et je connais des hommes de Dieu qui sont engagés, je connais des hommes de Dieu qui ont pris la responsabilité et leur personne de pouvoir changer les choses dans la cité et dans la nation, donc, et dans le ministère. Donc je ne pourrais pas laisser quelqu'un taper sur les hommes de Dieu. Je ne pourrais pas laisser quelqu'un médire sur les hommes de Dieu. Attention, nous ne parlons pas sur les hommes de Dieu. Nous sommes en train de constater des faits. Nous sommes en train de dire attention. Il y a des choses qu'il faut laisser passer. Il y a des choses qu'il ne faut plus laisser passer. Le discours qui est dans l'Église, c'est de nous équiper pour pouvoir aller dans nos ministères, de pouvoir aller dans nos familles, de pouvoir dire je ne permets plus que ça se passe comme ça. Maman, tonton, papi, je ne veux pas que vous donniez notre nièce à un type qui a 70 ans parce qu'il doit nous faire manger. Je suis en train de revenir sur les valeurs de notre nation. Union, travail, justice. Union, travail, justice. Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un, votre voisin, qui a peut-être dansé le buti toute la nuit, mais vous n'allez plus sortir de votre maison parce qu'il va vous attaquer spirituellement. Vous avez les armes, vous avez la connaissance spirituelle, vous avez la parole spirituelle, mais vous êtes ignorant des textes de la cité. C'est ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, nos parents sont spoliés des terrains, du terrain familial parce qu'il y a un avocat ou il y a quelqu'un qui a trépatouillé les documents et a donné à quelqu'un qui est maintenant
qui vient du Nigeria ou qui vient du Liban et on nous spolie la terre, mais vous dites, Alléluia, on va faire une veillée à l'église. C'est ce dont on parle, le changement du mindset. Ce n'est pas le pasteur qui vous a dit que ne prenez pas la responsabilité d'aller porter plainte. Ne prenez pas la responsabilité de fléchir les genoux parce que vous connaissez la parole. Le pasteur vous a donné les outils pour pouvoir prendre la responsabilité d'aller voir votre directeur et de dire, monsieur le directeur, je ne vous permets pas de me toucher. Je ne vous permets pas de bloquer mon dossier parce que vous voulez coucher avec moi. Attention, nous parlons de la cité. Nous parlons de respecter les choses fondamentales de notre nation. Et le monsieur qui est en face de vous et en face de moi nous dit que nous sommes ignorants. Très clairement, nous sommes ignorants et nous sommes des missionnaires. Parce que vous avez peur de finir en prison. Surtout des missionnaires. Parce que vous avez peur de prendre votre responsabilité. Donc, on est aujourd'hui à ce niveau parce que personne n'a ouvert la bouche. Vous avez tapé les casseroles, mais vous étiez dans votre concession. Pendant plus de 2 ans et demi, on a subi une fermeture économique pendant que d'autres progressaient. D'autres ont fait des chiffres d'affaires en milliards. Mais vous êtes restés à applaudir la canne. Vous êtes restés à faire des tweets et des posts et des challenges. Et vous voulez taper sur les hommes de Dieu qui ont pris leurs responsabilités, même s'ils doivent manger par vos dîmes et vos offrandes. C'est le principe. Il faut accepter de pouvoir entendre ces choses et de dire que même nous qui parlons, nous avons pris notre responsabilité aujourd'hui de pouvoir parler, de pouvoir se mettre. Et c'est ça qu'on vous demande. Aujourd'hui, vous subissez ce que vous subissez. Hier, il y a eu un remaniement ministériel. Les gens qui étaient au pouvoir aujourd'hui sont au chômage. Vous êtes là à applaudir parce que vous dites « Ah chia, ça le mérite qu'ils viennent aussi goûter le chômage ». Mais ça arrange qui? Ça n'arrange pas le Gabon. Ça n'arrange pas la cité. Ça n'arrange pas ceux qui sont en prison et qui ont été spoliés de leurs droits parce qu'on est venu les cueillir chez nous, chez eux. Il faut avoir un peu de pudeur pour pouvoir écrire. Il n'y a pas des hommes de Dieu. Tu es un homme comme un homme de Dieu. Tu as pris la responsabilité de te lever. Tu as pris la responsabilité de te mettre en face de ton patron pour dire « Je suis prêt à perdre mon travail parce que je ne permettrai pas qu'on me parle comme on me parle. Parce que je mérite le respect. Et comme je vous dois le respect, c'est de cela dont on parle. C'est du mindset. On ne demande pas d'insulter, on demande de prendre position. De prendre la responsabilité civique, prendre la responsabilité patriotique. Excusez-moi à cet égard, mais j'avais envie de redresser les choses. Ouais, bah en fait, c'est bien de redresser. Ouais. C'est important de recadrer comme tu le faisais. Mais l'idée, effectivement, n'est pas d'indexer, mais par contre d'attirer l'attention de tout le monde. Vois-tu, moi je mets un accent particulier sur les hommes de Dieu parce que, bon nombre sont mes papas, hein, je discute avec eux, j'échange. Dans le cadre des activités, par exemple, de copie citoyen, lorsqu'on était dans le cadre de ce combat, beaucoup ont organisé au sein de leur communauté des temps de prière. J'étais surpris, par exemple, lorsque je me suis rendu pour la première fois à l'église de l'évêque Moulaka, lorsqu'il a cherché à nous rencontrer. J'étais surpris de constater que cet homme de Dieu, hein, depuis pratiquement une semaine, avait mobilisé des intercesseurs de son église. On ne savait pas à notre insu. Ils étaient à la brèche pour prier en notre faveur et tout ce qui va avec. Mais il faut dire également que, comme je le disais, les 3/4 des Gabonais sont dans des communautés. Le dire, pas forcément dans le sens de nuire ou d'indexer,
mais c'est surtout dans le cas de la prise de conscience de nos leaders, parce qu'on ne le veut pas, c'est ce qu'ils sont. Moi, j'ai par exemple vu dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, vois-tu, par exemple, le Sénégal, dans des pays comme le Sénégal et autres, là, les pays de l'Afrique de l'Ouest, à côté des leaders religieux, des religions conventionnelles que l'on connaît, christianisme, musulman, tout ça, ils ont leurs leaders traditionnels, là, avec qui on ne s'amuse pas. Même eux-mêmes, tu vois, le président, quand il part, il s'agenouille, il y a le respect, il y a tout ça. Donc, les mourides et autres. Donc, il y a ce côté-là où le leader, en fait, influence également. Quand on voit les pays arabes, là-bas, c'est le leader de conscience. Hein. Quand l'ayatollah a parlé, même le président, lui, se met à carreau. Donc, l'idée, en fait, c'est de ramener nos leaders religieux à comprendre qu'ils ne sont pas n'importe qui ou n'importe quoi. Ce n'est pas à eux, en fait, de subir le politique, mais c'est le politique, le décideur, à les subir. Parce que l'homme de Dieu est la lumière pour le leader et la lumière pour la nation. Moi, j'ai toujours décrié ce format dans lequel on place nos hommes de Dieu. C'est-à-dire que tu ne les vois à des événements que lorsque le système décide de les inviter, en fait, juste pour... Mais combien de fois écoutent-ils nos leaders? Quand on a vu, par exemple, lors du mouvement de la fermeture des églises, dans des églises comme AOM, par exemple, des militaires, des gendarmes, rentrer dans une église. On a vu d'autres molestés, aller arrêter des hommes de Dieu parce qu'ils ont décidé d'ouvrir de nouveau l'église pour pratiquer le culte. On se dit, est-ce que ce ne sont pas eux-mêmes en tant qu'hommes de Dieu qui ont tué leur leadership au point où le politique pense qu'il peut faire d'un homme de Dieu ce qu'il veut? Et tant que nos hommes et nos papas, nos mamans ne se réapproprieront pas ce combat, parce que c'est aussi un combat, afin d'amener le décideur à comprendre que dans une nation où plus de 3/4 de la population sont des chrétiens et qui sont les leaders de ces consciences-là, on ne doit plus faire les choses comme on veut le faire. Il nous sera difficile de sortir de là. C'est pour ça que je mets un accent particulier sur nos papas, hommes de Dieu, parce qu'on ne le veut pas, c'est leur responsabilité première. Si les États-Unis sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce que si un homme de Dieu s'est levé, Martin Luther King, qui était pasteur, il ne s'est pas limité à juste prière et demander à la population de faire des jeûnes et des prières. Il s'est levé et il a montré la voie. Il était sur le terrain, il a été en prison, mais ça n'a pas enlevé son mandat de leader religieux, d'homme de Dieu. Tu vois un peu en fait ce que je suis en train de dire. Mais pour que cela arrive aussi, il faut que les croyants, que nous sommes les chrétiens, pour parler du cas du chrétien que je suis, il nous faut également pas être comme dans une forme de dogmatisme en fait. On doit comprendre que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons également être des baromètres, des thermomètres pour nos leaders. Moi, je suis dans une église, mais vois-tu, quand moi je commence à fréquenter, j'accepte le Seigneur en 2008, quand je commence à fréquenter l'église, en 2007, entre 2007 et 2008, je n'ai pas encore donné ma vie au Seigneur. Pourquoi? Parce que par principe, on m'avait dit, la parole de Dieu est contenue dans la Bible, Aristide. J'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse pendant une année. Moi, je marche avec des principes. Si ce que j'aurais lu ne m'aurait pas intéressé, je n'aurais pas donné ma vie au Seigneur. Et lorsque j'ai terminé la lecture de la Bible en me rendant compte que ce qui est en phase avec mes convictions, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, qu'est-ce qui s'est produit? Je me rappelle qu'un jour, un dimanche, j'ai un de mes pasteurs qui
avait prêché sur une thématique que moi j'avais compris autrement dans mes méditations personnelles. À la fin du culte, je parle d'Alliance chrétienne, hein, c'est quand même l'une des plus grandes églises au Gabon. Je suis à VA2, c'est la plus grande des églises, plus de 2000 âmes. Donc, à la fin du culte, je me suis poliment rapproché de mon pasteur, nouveau converti, et j'ai dit non, pasteur, vraiment désolé de vous déranger, tout ça, ne le prenez pas mal. Mais le message que vous avez prêché, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je l'ai compris autrement. Nouveau converti, hein. Et dans la courtoisie, on a commencé à échanger avec le pasteur. Et ce jour-là, il m'a dit, bon, écoute, vu que le sujet semble beaucoup t'intéresser, va faire tes recherches, moi je vais faire les miennes également. Donne-moi ton numéro, je vais t'appeler, on va discuter. Donc moi je me suis dit, au fond de moi, bon, il m'envoie balader, tout ça, tout ça. Mais un vendredi, je reçois un coup de fil, justement de mon pasteur. Oui, jeune homme, c'est toi qui m'as interpellé dimanche sur telle thématique, non? Tu as fait tes recherches? Je dis oui, moi aussi j'ai fait les miennes. Retrouve-moi dimanche, samedi à l'église, on va en discuter. Et quand j'arrive samedi à l'église, je vais au bureau du pasteur, il me reçoit et on commence à discuter. Il commence à me dire, le pasteur Lazio Mundunga, pour ceux qui le connaissent, il commence à me dire, je te remercie parce qu'en m'interpellant, moi également en allant faire mes recherches, j'ai découvert des choses. Bon, tu imagines un peu un homme de Dieu qui discute avec un enfant à peine nouveau converti, et c'est ainsi qu'on commence à discuter, lui et moi. Il donne ses arguments, je donne les miens. Et au même moment, un des responsables de l'église, donc je pense que c'était un diacre ou un ancien, rentre et me trouve en discussion avec le pasteur. Et je suis en train de contredire mon pasteur. Et lui de dire, mais comment est-ce que toi tu peux contredire l'homme de Dieu? Et ce pasteur de dire, mon pasteur de dire, mais le problème avec vous, c'est ça, vous pensez que les hommes de Dieu sont les dieux. C'est à cause du fait que vous nous voyez quelquefois dire et faire des choses sans pour autant nous reprendre avec la manière que nous nous enfonçons quelquefois dans la bêtise. Je ne suis pas Dieu, je peux aussi me tromper, je peux faire des erreurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Je prends cet exemple pourquoi? Je prends cet exemple parce que quelquefois c'est nous-mêmes convertis qui idéalisons les hommes de Dieu. Ce qui fait que, au lieu qu'on soit pour eux un baromètre afin de les aider dans leur marche, on devient comme comment est-ce qu'on le dit encore, l'expression appropriée, on a les gourous et les autres sont bon, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une approche où on peut aider, où on peut discuter, mais nous-mêmes, on se met des barrières en disant ce que l'homme de Dieu dit est bon. Et c'est aussi pourquoi il y a beaucoup d'abus. Donc, cet éveil de conscience commence par nous également dans les églises. Ce n'est pas tant pointer le pasteur, et c'est d'abord pointer la nature du chrétien que nous sommes. Est-ce que nous sommes des chrétiens du dimanche? On va à l'église juste pour écouter le message du pasteur? Ou est-ce que nous sommes des chrétiens de la parole de Dieu? Parce qu'en allant à l'église, si on se rend compte que ce que le pasteur dit n'est pas en conformité avec ce que nous avons reçu, nous pouvons de façon courtoise interpeller nos leaders. Est-ce que quand on va à l'église, c'est pour dire que nous sommes des adeptes d'un gourou qui, quand il nous dit ne vous intéressez pas à la chose politique, même quand nous sommes convaincus que nous devons mener une action politique, on ne va pas le faire parce que, soi-disant, le gourou a parlé. Donc, tu comprends que ça commence à notre niveau. La conception et la compréhension que nous avons de la parole. Et c'est parce que quand nous aurons bien compris cette parole, nous nous serons appropriés cette parole, même au sein de l'Église, nous pouvons être un mouvement de pression pour nos leaders, de façon à ce que ce qui se fait dans l'Église se fasse conformément à la parole de Dieu. Nous l'avons vu avec le combat de Malcolm X quand il s'est converti à l'islam. On avait comment est-ce qu'on l'appelait, leur leader,
Elijah, leur leader religieux. Elijah. Et, voilà. Et la Lydia, mais on a vu combien de fois Malcolm X, sa première Ne, évolution, vient du ne fait pas être que d'accord. Elijah, il découvre qu'il a une vie qui n'est pas conforme à la religion musulmane. Il enseigne sa secrétaire, il est comme ci, il est comme ça. Et ça a touché, ça a créé cette révolution au point où il s'est détaché de ce mouvement pour aller créer les Black Panthers, je pense, non pas les Black Panthers, Black Muslim, qu'il allait créer, il allait créer son mouvement. Et tu vois, c'est ce qui, la même Ça créait, résignation que nous avons. ça créait une révolution intellectuelle et spirituelle. Et Exact. je me permets d'interagir parce que c'est à ça qu'est arrivé à compromettre dans les textes l'Ancien et le Nouveau Testament. Et l'importance de ce qui nous emmène ce soir à échanger, c'est le fait de pouvoir connaître. Le fait de pouvoir non seulement connaître ce que nous sommes, quelle est notre charge, quelle est notre responsabilité dans l'Église, dans notre famille et à la fois dans la cité. Et ce que j'aime bien dans ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'à un moment donné, la responsabilité est qu'on aille chercher l'information. Nous sommes devenus un peuple qui est tellement attentif. Nous sommes devenus des personnes qui sont tellement attentives que quelqu'un prenne la force, que quelqu'un perde ce qu'il a à perdre et que nous voulions simplement récolter les fruits. Ce n'est pas possible. Exact. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes ce qu'on est, ce qui nous arrive aujourd'hui dans la cité et dans notre nation et même dans nos familles. Dire à son père que papa, je ne suis pas d'accord dans ce que tu es en train de dire, ça ne veut pas dire qu'on manque de respect à son père. C'est qu'on veut comprendre. C'est qu'on veut comprendre parce qu'il y a peut-être un conflit générationnel. C'est qu'il y a peut-être des circonstances qui font qu'à un moment donné, il y a besoin d'un rééquilibrage, d'une actualisation des données. Et nous restons tellement dans ces choses que nous idolâtrons les choses qui tombent simplement sous nos assiettes et on ne prend pas à aller vérifier l'information. On ne prend pas à aller vérifier l'origine de ce qui est posé sur la table ou ce qui est sous nos yeux. Vous parlez de quelque chose et je viens à cette question. Quel est votre sentiment sur le discours qu'a aujourd'hui donné le président de la République quand il dit, quand il utilise des propos et c'est le détenteur suprême de la Constitution et de notre État, quand il donne l'ordre, et dit dans ses discours et dans ses propos que la vaccination n'est pas obligatoire, quand il dit effectivement que le gouvernement va prendre ses responsabilités, et nous vous avons vu prendre votre responsabilité de dire, OK, quel est le bilan du COPIL? Quel est le bilan financier de ce qui se trame? Parce qu'aujourd'hui, la situation sociale et économique de notre nation est perdurante. Elle est en train de tomber. Elle est en train de complètement s'effriter. Vous avez donné des chiffres. Mais la responsabilité de nos dirigeants et de nos leaders politiques et responsables gouvernementaux doit donner les statistiques non seulement au gouvernement, mais aussi au peuple, non seulement au Parlement, aussi les parlementaires doivent faire le relais vers les nations, vers les représentants. Mais chose que nous n'avons pas. Mais qui le demande? Qui le réclame? Et nous sommes aux statistiques que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes dans les situations où nous sommes. Si vous ne prenez pas la responsabilité de dire je m'inscris sur une liste électorale, parce que je prends la responsabilité de prendre l'engagement que mes enfants ne subissent pas ce que je subis aujourd'hui. En France, on parle de la loi 1901. Si je dois revendiquer quelque chose, une idéologie quelconque, je me mets en association avec des personnes qui s'accordent avec mes idées. Et nous créons une association. Et nous avons le pouvoir de demander audience au Parlement. Nous avons le pouvoir d'aller demander des comptes à ceux qui nous gouvernent. Pourquoi nous sommes aussi ignorants? Pourquoi nous sommes aussi laxistes?
Pourquoi nous sommes aussi mendiants? Vous n'êtes pas fatigués, vous n'êtes pas fatigués comme moi de pouvoir subir ce que nous subissons. Parce que des gens prennent notre valeur constitutionnelle, notre valeur civile et font ce qu'ils font. Monsieur Fougoula, dites-moi, quelle est la responsabilité que quelqu'un prenne, soit nommé aujourd'hui et demain puisse partir avec tous les dossiers? Quelqu'un qui est destitué de son poste part avec tout le mobilier, de tout ce qui est de l'argent de l'État, nous aujourd'hui. Parce que ça fait partie de votre prérogative, si je ne me trompe. Ça rentre dans le cadre toujours de l'éveil de conscience et du patriotisme. Hein. C'est-à-dire, quelle est la nation que nous avons bâtie aujourd'hui? Et c'est comme on le disait depuis le début, en fait, quelles sont les valeurs sur lesquelles nous sommes assises? Ce n'est que ça. On a aujourd'hui taillé, bâti une nation qui se veut être, je n'ai même pas dit capitaliste, parce que les capitalistes, eux, au moins, on voit des fruits dans leur pays, on voit des entreprises, ils sont là pour le business. Mais en fait, on a bâti une nation sur le culte de la personnalité. Vois-tu, la constitution la véritable constitution du Gabon, c'est la constitution de 91. Cette constitution de 91 est le fruit des luttes des étudiants, par exemple, dans les années 90. Ces étudiants qui avaient soif de l'alternance et tout ce qui va avec. Geoffrey, je ne vous entends plus. Ok. Tu me reçois de nouveau? Allô? Tu me reçois de nouveau? Tu me reçois de nouveau? Là, je vous entends, oui. Ok. Là, je vous entends. Donc, je disais que la constitution de 91 est la seule constitution qui se rapproche des constitutions des pays comme le Sénégal, le Ghana, le Bénin et autres, en fait. Parce qu'elle a été rédigée par les patriotes gabonais. Mais cette constitution a commencé à être modifiée en 1994, lorsque, au sortir de l'élection contestée de 1993, les acteurs politiques, là ce sont les politiciens, ont exclu les acteurs civils qui se sont retrouvés aux accords de Paris. Et à ces accords de Paris, ils ont décidé de défendre leurs intérêts politiques. Et ils ont ainsi modifié notre constitution. Pourquoi je parle de cet aspect? Dans tout pays, le pouvoir le plus puissant n'est pas celui du président de la République. C'est celui du Parlement. Parce que le Parlement est la représentation du peuple. C'est pour cela que dans la Constitution de 91, les parlementaires devaient s'exprimer de façon libre et objective, peu importe le parti auquel ils appartenaient. Maintenant, suis ce qui s'est passé à partir de 1994. En 1994, ils ont modifié la Constitution. Ils ont ajouté au niveau des critères poussant la perte du mandat de député, celui de l'exclusion de son parti politique. Or, dans toutes les constitutions du monde, tu perds ton mandat de député au cas où tu décèdes, au cas où toi-même tu démissionnes de ton parti, ou au cas où on t'emprisonne. Le Gabon est le seul pays qui a rajouté au cas où on t'exclut de ton parti. Plus grave, ils ont changé le mode de vote pour certaines élections au niveau du Parlement. Comme quoi, si tu votes, le vote peut se faire à main levée. Ils ont pris les dispositions du règlement intérieur du Parlement pour en faire des dispositions constitutionnelles sur quoi?
sur la procédure de la levée de l'immunité parlementaire. Ça te donne quoi aujourd'hui comme parlementaire? Des parlementaires qui, si ils ne votent pas les orientations du parti, ils peuvent être exclus de leur parti. S'ils ne sont pas exclus du parti, le parti peut demander la levée de leur immunité. Et comme tout se fait en main levée, les députés qui ne votent pas les orientations du parti savent qu'ils vont perdre leur mandat. Tu as vu ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la dépénalisation de l'homosexualité. Les députés PDG qui ont voté contre, le lendemain ont été convoqués au secrétariat du PDG où ils ont été sermonnés. Donc, la République a été bâtie de façon à ce que même les députés qui sont censés défendre le peuple deviennent ces députés-là qui demeurent assujettis au système. Donc, un système qui a pour esclaves, en griffe, des députés, mais change la conscience de sa population comme il veut à travers des lois. Yeah. Et c'est ce qui nous met dans la situation actuelle. C'est pour cela, pour que les choses changent, il faut que davantage de citoyens puissent s'engager, notamment au niveau des élections législatives. La présidentielle, moi je m'en fous. L'élection la plus importante dans une nation, pour moi, c'est l'élection législative. Et aujourd'hui, l'élection municipale, parce qu'elle donne lieu maintenant à des sénateurs. Donc, c'est le Parlement qui est le plus important. Regarde la sorcellerie des politiciens. Les politiciens ne boycotteront jamais une élection présidentielle. Mais ils demanderont toujours de boycotter les élections législatives. Pourquoi? Parce qu'ils savent, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, ils savent que si le Parlement est faible, ils ont la possibilité, eux, de défendre leurs intérêts en négociant des postes au gouvernement, à ceci, à cela, et tout ce qui s'ensuit. Or, si on a un Parlement fort, donc eux, ils n'ont pas la maîtrise, ils savent que leur micmac aura des difficultés à passer. Mais il n'y a que les citoyens que nous sommes qui pouvons redonner la nature et la dignité à notre pays, tel que le Seigneur le dit en Romains 8, 19. La création attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Pour paraphraser, je pourrais dire, les élections attendent avec un désir ardent ces véritables fils du pays qui viendront redonner au Gabon son sens. Personne ne le fera à notre place si ce n'est nous-mêmes. Donc, tout part de là, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Que tu sois chrétien, que tu sois homme politique, que tu sois dans la société civile, que tu sois ceci, cela, il y a une urgence aujourd'hui qui appelle les citoyens dans leur entièreté à se mobiliser. Si on laisse ce pan juste aux gens qui sont dans les partis politiques, le risque est qu'ils vont toujours défendre leurs intérêts et non ceux de la population. Donc Aristide, on s'attend à te voir ici aux prochaines élections législatives, de façon à ce que tu portes aussi ton État. Donc au lieu qu'on te limite juste à discuter d'État, voilà, sur Facebook et autres, on a discuté de tout ça au Parlement. Faut que je pose la question. Faut que je pose la question à ma femme si elle sera bien d'accord pour pouvoir permettre à ce que je redescende et pour qu'on puisse. Non, j'entends parfaitement et je suis d'accord avec ça. Je partage totalement ce sentiment profond. Et vous comme moi, on a tellement soif que les choses évoluent dans le bon sens pour notre nation parce qu'on a les exemples à côté. On a des pays comme le Rwanda, on a le pays comme la Côte d'Ivoire qui évoluent économiquement. Ce n'est pas toujours stable politiquement, mais sur le plan économique, on a des leçons à tirer parce que ces pays-là ont matché à l'époque vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était toujours à 2-3 pas vis-à-vis de nous par rapport à ses infrastructures, par rapport à son économie forte. Mais là, aujourd'hui, on a le Sénégal qui montre sa suffisance et sa force intellectuelle et économique.
On a la Guinée équatoriale qui nous a bien montré depuis 2017 qu'on était Ouais. on était complètement à l'ouest, on était réfractaire dans la gestion de la cité, dans l'élaboration qui était justement la nation gabonaise. Je pense qu'il est nécessaire, effectivement, que l'on se réunisse. Je pense qu'il est nécessaire que l'on abatte les consciences d'ego personnel. Je pense qu'il est important de pouvoir comprendre que l'union, elle fait la force, mais si elle est impactante, si elle est véritablement impactante. Impactante dans le sens où on doit s'accorder, quels que soient les besoins individuels. Nous avons une vision commune, et si nous avons une vision commune, si nous avons des enfants et que nous voulons que nos enfants marchent ensemble, pas que nous marchions seulement en regardant nos chaussures qui coûtent beaucoup de millions de dollars ou d'euros, mais on n'est pas arrivé, on ne sera pas arrivé et on aura échoué. Et ce que moi personnellement, j'ai une crainte, c'est qu'on me demande qu'est-ce que tu n'as pas pu faire parce que tu avais l'opportunité de faire. Et j'ai la crainte que Dieu me pose cette question. Alors je m'engage au niveau et avec la force que j'ai pour pouvoir mettre en avant ce que je peux apporter et ce qui est nécessaire pour tout un chacun. Nous devons oublier nos égos pour pouvoir dire, OK, rapprochons-nous de ceux qui connaissent. Rapprochons-nous de ceux qui ont la science, ceux qui ont la révélation, pour qu'on puisse nous aussi être immergés dans cette révélation, de cette révélation pour moi. Pour pouvoir dire, OK, j'ai telle expertise, j'ai telle expérience, mais je veux m'associer avec toi parce que je veux être rempli encore, parce que je ne sais pas assez. N'ayons pas peur de dire que nous ne savons pas. Ça, c'est le propre de l'Africain. Nous avons l'envie de dire que nous connaissons tout. Mais quand nous connaissons tout, c'est qu'à un moment donné, nous ne savons rien et nous n'avons rien fait. J'ai envie de vous poser cette question, Geoffrey, et vous dire concrètement, à la veille de ces élections, quand vous regardez ceux-là qui se mettent en avant, ceux-là qui sont déjà sur le terrain pour dire qu'ils vont représenter les Gabonais, ceux-là qui continuent à fonctionner, qui ont eux aussi été à la décision et sont sortis de la décision et qui recommencent le cycle. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir changer vraiment la cité? Vous l'avez dit tantôt, nous devons être là où il y a la décision. Bon, ouais, mais ouais, effectivement, mais comme je le disais, tout est question de prise de conscience. Vous avez par exemple aujourd'hui des papas en fait, qui font ce va-et-vient entre leur posture et autres. Et quand on va sur la toile, on voit beaucoup de jeunes en train de crier sur eux, traiter de traîtres, de tout ça, tout ça, tout ça. Bon, c'est légitime hein, de le dire. Mais je dis souvent à certains qu'il y a une réalité qui est là. Hein. Ces papas qu'on traite de traîtres aujourd'hui, là, qui sont déjà vieux, 60 ans, 70 ans, 80 ans et autres. Mais lorsqu'ils avaient nos âges, les gars étaient dans le combat. Soit dans leur parti politique, on avait les rénovateurs, c'était des jeunes aussi comme nous. Soit ils étaient dans la société civile ou dans l'opposition. Donc, si nous, en tant que jeunes, au stade où nous sommes là, à nos âges, nous sommes encore à attendre que des papas fatigués viennent délivrer le pays, on doit vraiment se remettre en cause. My God. On doit vraiment se remettre en cause. Parce que quand tu vois l'atmosphère, en fait, notre environnement, c'est essentiellement ça, en fait. Tu as une jeunesse qui est aujourd'hui intellectuelle, qui est réfléchie, qui a fait l'école, ainsi de suite. Mais tu as le sentiment que c'est l'inverse, quoi. Tu te dis, mais bon Dieu, ces études servent à quoi? Je n'ai pas capable de prendre conscience. Comment comprendre qu'à nos âges, nous soyons à espérer que ce soit toujours nos papas qui nous délivrent? Mais ces papas sont déjà arrivés au crépuscule de leur vie, ils veulent se reposer. Moi, qu'est-ce que je peux aller dire à un Eye Gendon? Qu'est-ce que je peux aller dire à des personnes comme Fefe Onanga?
que reste encore dans le combat, papa vient te battre. Qu'il traverse, qu'il ne traverse pas. Si moi j'ai pris conscience, mes yeux ne peuvent plus être tournés vers eux parce que j'estime qu'ils ont fait leur temps. Je prends mes responsabilités en ce qui me concerne, comme je le fais maintenant. J'aurais pu être aussi comme beaucoup de jeunes dans des partis politiques, en soulevant les mallettes des grands, en prenant les photos, en inondant la toile, tout ça, tout ça, tout ça. Mais j'estime que ce temps est le mien. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit venir prendre ses responsabilités si ce n'est moi. Parce que je sais peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, je n'aurai peut-être plus la même force et la même énergie. Mais tu as des jeunes qui ne se projettent pas ainsi, en fait. Ils sont toujours là, je les vois, bon, même, c'est pas mauvais. Tu vois, moi, je vois plein de jeunes derrière, en train de pousser les candidats aux élections, les papas qui se présentent là, pour dire oui, c'est lui l'homme de la situation. Tu regardes le jeune, tu dis, mais toi aussi, donc, en fait, je ne sais pas. Ces papas doivent être pour nous des conseillers. Mais ils ne peuvent plus être sur le terrain de bataille. S'ils sont encore sur le terrain de bataille, ça veut dire que la jeunesse a échoué. Elle a totalement échoué. Et moi, c'est pourquoi je me plais dans la société civile. Parce que comme tu peux le constater, je suis arrivé dans la société civile, j'ai trouvé les aînés qui y sont depuis, les Georges Paga, les Marcona, les Jean-Rémy Yama, qui sont déjà en train comme ils disent, ils veulent déjà se reposer parce qu'effectivement, nous tous, on prend de l'âge et autres. Mais aujourd'hui, dans la société civile, ces aînés-là contribuent à donner un visage au combat civique aux jeunes que nous sommes. Il y en a plusieurs, tu as les Christian Bernard, tu as les Eric Otsetse, tu as les Justine. Dans la société civile, tu as le sentiment que la société civile est la seule composante qui a compris que à chaque combat, c'est génération. Chaque génération, son combat. Mais quand tu regardes l'univers politique, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont les mêmes caciques qui sont là, qui décident. Et tu as des jeunes qui ont vu ces caciques-là. Nous tous, on les a vus à la télé, au journal, on était enfants. On a grandi, ils sont toujours là. On vieillit, ils sont toujours là. Et ça ne nous dit rien du tout. Donc il faut simplement prendre conscience, il n'y a pas de miracle. Celui qui n'a pas pris conscience, ben, il va rester au carreau. Et ce qui est plus drôle, c'est que pour nous qui menons le combat, qui prenons conscience, ce sont d'autres jeunes qui viennent nous combattre au nom du leadership de ces papas. Tu dis, mais bon Dieu, en fait, on est où? On est où? Je vais vous poser la question parce que je veux penser à ce que ça soit pas trop long. C'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer. Mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces pères? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces pères? Qu'à un moment donné, il faut passer la main. Qu'à un moment donné, qu'il faut qu'ils soient là pour encadrer, pour permettre à ceux qui aient ce véritable héritage, ce véritable passage de main. Parce que on peut pas, on voit dans le gouvernement, on a vu des noms qu'on connaît, vous avez cité des noms de nos pères qui ont combattu. C'est des piliers, c'est des mentors. Mais à un moment donné, il faut qu'on accepte pour les papas, qu'ils acceptent de passer la main, qu'ils acceptent de laisser la jeunesse prendre et faire leur expérience, en étant là pour conseiller. Il faut impérativement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais c'est ce que moi, c'est ce que je leur dis tout le temps. Hein. Vous ne devez pas être des gourous. Ce n'est pas une secte. Vous êtes des guides. Un guide est différent d'un gourou. Wow.
Il y a un proverbe en Afrique qui dit que lorsque le pangolin vieillit, d'accord, il se nourrit du lait de son enfant. Il tète les mamelles de l'enfant. Un leader qui, à partir d'un certain âge, n'a pas su transmettre le relais, n'est pas un leader, c'est un gourou. Et en politique, au Gabon, singulièrement politique, on n'a pas de leader, on a des gourous. Que cela soit dans l'opposition comme dans la majorité. Ce sont des gourous qui estiment qu'ils doivent être là jusqu'à leur mort. Mais comment est-ce que vous allez voir vos enfants évoluer? Comment allez-vous encadrer ces enfants dans les combats politiques qu'ils vont mener si vous ne décidez pas de passer, vous n'acceptez pas de passer la main? Là est le véritable problème. Moi, je me fais souvent taper dessus par certains de mes frères qui sont également engagés, hein, que ce soit des activistes et autres. Lorsque je me mets à avoir cette posture sur nos leaders, sur nos papas leaders, je dis tout le temps qu'au stade où nous sommes, moi, en tant que jeune, je ne me vois plus en train de soutenir. Non, en fait, non. Je dois par contre demander du soutien de ces personnes. Et ils doivent me l'accorder. Parce qu'ils ont été soutenus aussi par d'autres personnes en leur temps, notamment les jeunes que nous sommes. On ne peut pas avoir pour mission de soutenir éternellement des gens. On a aussi envie d'apprendre de nos papas, de nos leaders. Mais pour qu'on puisse bien apprendre et bénéficier de leur expérience, il faut qu'on soit là où les combats se mènent pour qu'ils nous disent qu'à ce niveau-là, prenez la gauche, prenez la droite. À ce niveau, on ne fait pas comme ça, on fait comme ça. Mais si ce sont toujours eux qui sont devant et nous derrière, comment est-ce qu'on va arriver à apprendre? Mais ça, il ne faut pas qu'on attende qu'ils nous le donnent. C'est à nous de l'arracher. Mais malheureusement, comme on l'a dit depuis le début, si on a une population qui est en gros psychiquement prostituée, qui ne croit plus en elle, mais qui n'a pour valeur que l'argent et l'influence des leaders, on ne peut pas poser les vrais problèmes, tant au niveau de nos organisations qu'à l'extérieur. Malheureusement, moi où je suis là, la petite... moi j'ai une philosophie, hein, je suis à la base entrepreneur, je suis entrepreneur, je suis... Mais pour ceux qui sont par exemple avec moi, les jeunes, bon, dont certains me suivent, mais ça a toujours été ma philosophie. Dès que je me suis lancé depuis le banc d'école, je ne rêve pas d'avoir une armée d'employés. Je rêve d'avoir une armée de collaborateurs. C'est pourquoi si je travaille avec quelqu'un, si au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans maxi, tu n'as pas mis en place ta structure ou tu ne t'es pas engagé de façon civique, loin de ma personne, de façon à ce que je t'observe et que je t'apporte mes conseils, j'estime que j'ai échoué et j'estime qu'en fait, tu ne mérites pas de marcher à côté de moi. Tous ceux qui sont avec moi ou qui ont commencé un combat avec moi volent de leurs propres ailes. S'ils ont choisi le combat civique, ils ne sont pas forcément avec moi dans l'ONG et du CAF. Ils sont également dans d'autres ONG, ainsi de suite. Je les accompagne et les motive. C'est pareil pour ceux qui, dans le cadre de l'entrepreneuriat, étaient avec moi. Beaucoup sont à la tête de leur propre structure. Parce que je leur dis tout le temps, ma philosophie, c'est d'avoir une armée de collaborateurs, pas une armée d'employés. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas ceci ou cela. Donc débrouillez-vous, venez auprès de moi, c'est pour apprendre. Et j'estime que quand vous avez déjà suffisamment appris, vous allez maintenant vous déployer. L'avantage avec le fait d'avoir une armée de collaborateurs, c'est qu'en situation urgente, tu peux avoir des appuis de partout. Mais quand tu as une armée d'employés, ces derniers-là, en situation urgente, n'attendent l'appui que de toi.
Donc moi, c'est la philosophie que je développe. Et malheureusement, nos leaders ne veulent pas en fait développer cette philosophie parce que beaucoup te diront, c'est leur argent, c'est leur patrimoine, ils ne peuvent pas s'investir financièrement pour que d'autres personnes puissent prospérer. S'il faut prospérer, il faut être derrière eux. Ils vous donnent l'argent pas pour que vous vous développez, mais pour que vous aidez à ce qu'eux puissent se développer. Et tant qu'on est dans cette philosophie, voilà, donc il faut que les jeunes se lèvent, qu'ils comptent sur eux-mêmes. Pour finir, hein, comme mot de fin, il faut que les jeunes se lèvent, il faut qu'ils comptent sur eux-mêmes, il ne faut pas qu'ils pensent que l'argent est nécessaire ou impératif pour qu'ils puissent s'affirmer, non. L'argent ne pourra jamais donner des idées, mais les idées apporteront toujours et toujours de l'argent. L'argent ne pourra jamais acheter des valeurs, mais des valeurs pourront permettre d'avoir beaucoup d'argent. Donc il faut qu'ils commencent d'abord à se faire confiance à eux-mêmes, qu'ils croient en leur potentiel, qu'ils croient en ce qu'ils sont, qu'ils ne se laissent plus influencer par des tiers qui disent que si tu n'as pas d'argent, tu penses que tu vas aller où? Tu as envie de faire de la politique, tu penses qu'on peut faire une politique sans argent, c'est du n'importe quoi. Ces gars qui te disent ça, ce qu'on ignore souvent, c'est qu'ils ont commencé comme nous. Ils n'ont pas commencé avec de l'argent. Mais c'est parce qu'ils se sont engagés en politique qu'ils ont fini par avoir de l'argent. Donc, ce n'est pas l'argent qui fait... Il faut qu'on sorte de cette considération, ces conceptions. On nous a bourré le crâne de partout. Pour entreprendre, on te dit qu'il faut avoir de l'argent. Mais nos frères expatriés nous montrent tous les jours que ce n'est pas l'argent, c'est la détermination. Avec un peu, tu finis milliardaire. Pour faire de la politique, il faut avoir de l'argent. Voilà les Ousmane Sonko, ils sont nombreux. Les Kémy Seba, qui aujourd'hui part serrer la main du vice-ministre des Affaires étrangères russe. Il est reçu comme un officiel. Mais on a des chefs d'État qui ne sont jamais rentrés dans le ministère des Affaires étrangères russe. Kémy Seba n'est pas un milliardaire. Mais il est assis sur ses convictions et depuis 10 ans, plus de 10 ans, il défend ses convictions qui lui donnent un statut aujourd'hui supérieur même à celui d'un chef d'État. Donc il nous faut croire en nous-mêmes. Le système a tellement tué les valeurs en nous pour remplacer ces valeurs par l'argent qu'on arrive à se renier nous-mêmes et à rendre un culte à l'argent, au matériel. C'est pour cela qu'il y a tous ces vices développés en majorité par des jeunes. Parce qu'on ne croit plus en nos valeurs. Moi, je crois en mes valeurs. C'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas autre chose que ça. Je t'avais dit la dernière fois, au dernier live, Aristide, j'ai appris à vivre avec ce que Dieu me donne. Je suis un fils de prolétaire. Mais je suis milliardaire à cause des valeurs sur lesquelles je suis assis. Dans mes unités, dans mon compteur EDAN, quand il me reste 4 unités, je débranche mon frigo, je débranche, j'éteins les lumières, j'économise jusqu'au lendemain. Si Dieu fait grâce que j'ai 2000 pour recharger, je recharge. Il ne faut pas vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Parce qu'on te voit à la télé, un peu comme là, tu es sur les réseaux, tu es célèbre, tu vas maintenant chercher à t'inventer une vie. Mais non, parce qu'en cherchant à t'inventer une vie, tu vas rentrer dans des considérations, des choses qui ne disent pas leur nom. Et pour maintenir ce statut-là, tu seras obligé de faire des compromis. Moi, je vis avec ce que j'ai. Quand j'ai à manger, je bénis le Seigneur. Je n'en ai pas, je bénis le Seigneur. Même les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, le Seigneur en prend soin. Combien de fois son fils? Donc, croyons en nos valeurs et évitons ces histoires-là de paraître, de rechercher de l'argent. Parce que la jeunesse, c'est ça qu'on est rentré dans cette forme de clash où on veut montrer que je vis mieux que X. Je suis... Non, ne rentre pas là-dedans. Reconnectons-nous à nos valeurs. C'est ce dont le Gabon a besoin plus que jamais. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci pour ces paroles, merci pour cet échange.
Vous savez que vous êtes chez vous parce que nous avons besoin, comme vous l'avez dit tantôt, de nous connecter. C'est possible de pouvoir changer les fondements de la cité. C'est possible de pouvoir réparer ce que nos pères ont peut-être mal manipulé. C'est possible de pouvoir se connecter les uns avec les autres. Nous n'avons pas besoin de nous juger parce que X fait ci, X fait grave. Je ne sais pas. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'être ensemble pour reconstruire. Nous ne pouvons pas reconstruire la nation avec ce qui se passe comme valeur, ce que nous avons comme leadership. Et en ce moment, nous sommes en train de, avec la voix de la voix, nous sommes connectés à des personnes qui vont intervenir pour parler sur le leadership. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un homme politique, vous êtes quelqu'un qui mène un combat, une idéologie. Il y a des personnes qui vont venir apporter quelque chose. Restez connectés parce que nous souhaitons œuvrer pour que nous puissions changer ici. Nous puissions changer notre façon d'agir. Et vous avez entendu notre intervenant, il ne se cache pas, il vous dit la vérité. Et nous vous disons la vérité. Et je partage au quotidien ces choses parce que la parole nous dit à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour. Mais nous avons la responsabilité d'impacter dans le jour. Nous avons la responsabilité de changer la donne. Merci beaucoup pour cet échange. Je ne voulais pas rentrer dans les thématiques qui étaient attentives à certaines personnes pensant que nous allons taper sur l'actualité, nous allons parler de notre père qui a commencé à avoir des propos. Il avait ses idées de pouvoir menacer qui voulait menacer. Nous avons encore des droits dans notre nation. Nous ne pouvons pas, et c'est ma réflexion personnelle. Moi, je pense que nos pères ils ont fait leur temps. Sincèrement, ils ont fait leur temps. Ils ne peuvent plus courir le marathon. Ils ne peuvent plus marcher aussi vite. Ils ont l'expérience. Mais la parole nous dit que les jeunes prophétiseront. Nos vieillards feront des songes. Et nous devons nous attacher à ces choses pour pouvoir changer la cité. Changer la cité. Merci beaucoup. Je vous dis à très très bientôt sur la voie de la voix. Geoffrey, merci encore. Je ne cesserai de vous remercier, vous qui étiez connectés ce soir. Partagez à quelqu'un parce qu'on reste toujours actif, on reste toujours connecté et on fera le maximum pour poser les actions nécessaires pour pouvoir changer. Merci. Bonne soirée. Un mot de la fin, Geoffrey? Ben, mais j'espérais que ce qu'on a partagé aujourd'hui, servira à motiver d'autres personnes. En attendant de voir ça sur le terrain. Nous, on reste ouverts. Vous avez la voix de la voix, la page. Vous pouvez contacter Aristide en inbox parce que c'est ça également contribuer au combat civique. Vous avez ma page. Bon, c'est vrai que j'ai un gros souci avec Messenger. Je ne suis pas vraiment sur Messenger. C'est assez lourd parce que tu as tous ces réseaux sociaux à gérer et en même temps tu es dans le combat civique au quotidien sur le terrain. Donc vraiment m'excuser, mais laissez de temps en temps un message, c'est pas mauvais. Contactez-nous et voyons ensemble comment est-ce que l'on peut œuvrer. Surtout ne soyez pas oisifs. Intégrez soit une ONG, une association, un parti politique. Si vous trouvez que ces organisations qui existent ne vous plaisent pas ou ne répondent pas à vos aspirations, la loi ne vous interdit pas d'en créer. Allez-y, créez une association, créez une ONG, mais faites quelque chose d'utile pour votre pays. Vraiment, battez-vous pour votre pays. Merci encore, Aristide, que Dieu bénisse. Amen. Merci et bonne soirée à tout le monde. Ça marche. Partagez.